Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous avons deux volets à discuter ensemble avec une connexion. La connexion, c'est la Russie. La Russie et son allié iranien et ses accords en matière du nucléaire, le nombre de centrales à construire, les accords conclus entre les deux parties, et la Russie et son partenaire ou le marché vers lequel elle expédie le pétrole, qui est l'Iran, et la pression exercée par les États-Unis et les tergiversations auxquelles fait face l'Inde, justement, chose qui a fait qu'elle a dû réduire ses importations de pétrole de la Russie. Et en fin de compte, nous aurons quelque chose à dire quand même concernant le Soudan et le dernier remplissage, le 6e remplissage et son impact sur le Soudan. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir ici avec nous au studio Dr Ahmed El-Lessi Nassef, qui est consultant en gestion stratégique et économique, expert en relations internationales. Dr Ahmed El-Lessi Nassef, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir à vous. À commencer tout de suite par les deux alliés qui sont très importants d'ailleurs pour le Proche-Orient, la Russie et l'Iran. Et les accords concernant le nucléaire, ils viennent de conclure un accord récemment concernant la construction de plusieurs centrales nucléaires. Donc, où en sommes-nous quant aux accords conclus entre les deux parties? C'est un peu compliqué, c'est pas un peu, c'est très compliqué. Ce qui est en train de se passer maintenant, on a la Russie qui est en train de profondre ses alliances avec l'Iran comme un contrepoids pour la pression qu'elle est en train de recevoir à part du Ouest en général à cause de la guerre en Ukraine. Donc ces deux dossiers sont très liés. Là, il y a un très grand point d'interrogation si l'Iran a un objectif de faire de partir, de devenir un État nucléaire militaire, si vous voulez. La Russie a aidé l'Iran en 2011 à commencer leur première activité nucléaire avec Abu Shahr. Et ils sont en train de donner le savoir-faire technique pour comment utiliser l'énergie nucléaire à l'Iran. Donc là, on comprend très bien que les États-Unis et la plupart des pays européens sont contre que l'Iran ait n'importe quel genre de pouvoir nucléaire militaire. Les Iraniens sont en train de toujours, dans n'importe quel forum, de confirmer qu'ils n'ont pas d'intérêt militaire dans l'énergie nucléaire, mais qu'ils ont besoin pas mal pour des utilisations civiles. Et là, mais malheureusement, ils ont eu un accord avec les États-Unis ou la plupart du Ouest en 2015. Mais dès que le président Trump a pris le pouvoir, dans la dernière fois, pas celle-ci, il a annulé cet accord, qui a compliqué les choses énormément pour les deux parties. Pas mal de sanctions ont été mises en place contre l'Iran, qui est vraiment très gênant pour le régime et l'économie du pays. Les Iraniens pensent que les Américains sont en train de mettre ces sanctions rien que pour déstabiliser le régime présent, qui est pratiquement le seul régime théocratique sur la planète. Et là, ils sont en train de se défendre. En même temps, l'Ouest ne croit pas vraiment aux déclarations que les Iraniens sont en train de poser partout, que c'est rien que pour des utilisations civiles. Là, il y a un bras de fer qui est en train de se passer entre la Russie et les États-Unis pour le sujet de l'Ukraine. Et là, la Russie est en train de développer ses rapports avec l'Iran. Ils sont en train, ça ce sont des nouvelles très très récentes, ils sont en train de
changé la stratégie avec laquelle ils étaient en train de donner leur support aux Iraniens. Ils sont en train de changer. Il y a deux façons vraiment pour faire les facilités nucléaires. Il y a ce qui était en cours depuis 2011 en Iran, c'est avoir des grandes usines nucléaires. Et ils avaient pratiquement deux, puis ça a commencé en 2011 à Bouchar, et puis ils ont ajouté encore deux. Maintenant, ils sont en train de changer un peu la stratégie, et ils sont en train de commencer une autre stratégie qui s'appelle SMR, c'est un terme nucléaire, ce sont des petits réacteurs ou des petites usines nucléaires qui sont dispersées un peu partout. Avoir 30, c'est beaucoup plus difficile d'attaquer qu'en avoir 3 seulement. Ce qui était le cas dans la dernière fois quand ils ont été attaqués par les États-Unis. Et là, les États-Unis ne sont pas très contents de la Russie à cause de ça. Donc il y a un bras de fer très important entre, si on peut les appeler, l'Ouest et l'Est. C'est presque une nouvelle guerre froide qui est en train de se recommencer une deuxième fois, et ça reste à voir comment ça va se passer. À votre avis, est-ce que la position de la Russie vis-à-vis de l'Iran, est-ce un intérêt qu'elle a en ce pays et dans la région, ou est-ce justement, ça fait partie du bras de fer, son intérêt c'est les États-Unis, c'est justement de minimiser l'impact des États-Unis ici? L'intérêt de la Russie, c'est vraiment l'Ukraine. Il veut plus ou moins prendre le maximum des terrains qu'ils ont occupés, ils ont gagné de l'Ukraine. Et ils sont en train d'utiliser une porte derrière, si vous voulez, pour mettre encore de pression que l'Amérique et l'Ouest arrêtent de mettre encore plus de pression économique, surtout sur la Russie. Donc ça, c'est un autre volet. Donc vraiment, c'est une boucle complète et c'est assez compliqué. Donc je ne pense pas que c'est pas un but seulement économique, parce que si la Russie, c'est ça ce elle voudrait faire, il y avait des dizaines d'autres pays ou d'autres marchés, si on peut les appeler comme ça, où elle pouvait tout simplement vendre son technologie nucléaire. Mais il insiste, il met un focus qui est assez important sur l'Iran, comme une façon pour mettre encore de la pression sur les États-Unis et l'Ouest en général. Et à votre avis, quelle serait dans ce cas la position des États-Unis? C'est-à-dire les États-Unis vont quand même entreprendre des démarches pour affaiblir ces deux camps importants dans le nucléaire. Cette question est vraiment très difficile à répondre, surtout avec la façon laquelle le président Trump est en train de gérer les choses. C'est vraiment très difficile à répondre à cette question, si jamais possible. Mais je pense que la priorité, ce qu'on comprend au moins de ce que le président Trump déclare consistamment, qu'il aimerait bien calmer avoir de la paix un peu partout dans le monde, donc il voudrait arrêter les guerres un peu partout. Et surtout, une des plus grandes guerres sur la planète aujourd'hui, c'est celle entre la Russie et l'Ukraine. Donc je pense que ça reste à voir comment il va réagir, mais ce qu'ils sont en train de faire maintenant, ils sont en train de mettre encore plus de sanctions économiques sur la Russie, qui fait très mal à l'économie russe, vraiment. Et on peut dire qu'ils sont plus ou moins en train de souffrir. Si la Russie n'aurait pas été aussi forte qu'elle est, ça aurait été une catastrophe pour eux, économiquement parlé bien sûr.
Il faut dire que l'Iran et son allié russe ont signé un contrat valorisé à 25 milliards de dollars pour la construction de 4 centrales nucléaires dans le sud de l'Iran. Une déclaration faite par la télévision iranienne. Cet accord intervient en plein bras de fer entre l'Iran et les pays occidentaux autour de son programme nucléaire. Et il faut dire aussi que l'Iran dispose actuellement d'une seule centrale nucléaire opérationnelle à Bushehr, d'une capacité de production de 1000 mégawatts, qui ne représente qu'une fraction de besoins électriques du pays. Voyons les détails dans ce compte rendu. Pour la construction de 4 centrales nucléaires d'une valeur de 25 milliards de dollars à Sirik, dans la province de Hormozgan, a été signé entre la société Iran Hormoz et Rosatom, a indiqué la télévision iranienne d'État. Aucun détail n'a été donné sur le calendrier. La capacité de chacune des futures centrales est d'environ 1255 MW d'électricité, selon l'agence de presse officielle IRNA. Cet accord intervient en plein bras de fer entre l'Iran et les pays occidentaux autour de son programme nucléaire. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont posé à l'Iran des conditions pour encadrer son programme nucléaire. À défaut d'accord, un retour des sanctions de l'ONU contre l'Iran semble inévitable. Les pays occidentaux, États-Unis en tête et Israël, ennemi juré du pouvoir iranien, soupçonnent de longue date Téhéran de vouloir se doter de la bombe atomique. L'Iran se défend vigoureusement d'avoir de telles ambitions militaires et insiste sur son droit au nucléaire pour des besoins civils. En juin, Israël a mené une attaque sans précédent contre l'Iran, visant notamment plusieurs sites nucléaires avec le soutien des États-Unis. Mais les installations à Bushehr n'avaient pas été ciblées. En dépit d'importantes réserves d'hydrocarbures, l'Iran est régulièrement touché par des coupures de courant. Le nucléaire est perçu comme une des solutions aux pénuries d'énergie. L'Iran a signé dès 1993 un accord de coopération nucléaire civile avec la Russie. Il avait ouvert la voie à la reprise de la construction de la centrale de Bushehr, initiée puis abandonnée par les Allemands après la révolution islamique de 1979 et la guerre Iran-Irak entre 1990 et 1988. Les experts russes travaillent toujours à Bushehr. Nous retrouvons de nouveau notre invité, Dr Ahmed El-Lessi Nassef, consultant stratégique, consultant de gestion stratégique et économique. Mettons l'énergie de côté, vous avez eu l'occasion de visiter l'Iran, d'y vivre, de mieux connaître l'idéologie iranienne, si on peut le dire, de mieux connaître la mentalité iranienne. Et évidemment, ça donne quand même un aperçu sur la gestion ou la manière dont ils voient les choses. Qu'est-ce que vous avez pu tirer de votre séjour en Iran? L'Iran, c'est une civilisation qui est assez ancienne, comme l'Égypte ou comme la Chine. Donc, ils sont pas faciles vraiment à négocier avec. Donc, pour eux, les négociations avec les Iraniens sont très très différentes que par exemple avec les Américains surtout. Les Américains sont très pragmatiques, ils sont rapides et ils disent les choses comme ils sont et énormément directs. Les Iraniens sont exactement le contraire de tout ça. Je pense que c'est quelque chose dans la culture iranienne, c'est devenu probablement des marchands des tapis, avec laquelle la façon ils négocient, ça peut prendre énormément du temps. Et c'est pas très simple, ils sont pas directs. Donc c'est pas très simple de comprendre vraiment où est-ce qu'on peut finir. Ils n'ont pas les façons de signalation qu'on a dans la négociation quand on négocie avec un Américain ou un Anglais ou un Occidental en général. Et c'est vraiment très très difficile de savoir, et ils sont très bien éduqués. Malgré tout ce qui s'est passé, et une des choses que moi j'ai touché personnellement quand j'ai vécu là-bas, que vraiment les sanctions ont profité l'Iran. Au contraire de pas mal d'autres pays dans la région, ils sont vraiment très indépendants. Ils fabriquent pratiquement tout. Il y a pas mal d'exemples où ils ont
développer des produits ou dans les informatiques ou même dans les produits de consommation qui sont pratiquement, qui sont locales chez eux, mais pratiquement ne sont pas terriblement différents des grandes marques globales qu'on connaît tous. Donc là, ils étaient forcés d'être vraiment indépendants et ils ont bien profité de ça. Au contraire de pas mal d'autres pays qui sont assez riches, donc ils importent tout, et si jamais il y a une rupture d'une autre façon, ils sont coincés, et c'est très difficile de gérer la situation. Les Iraniens ont bien géré la situation, pratiquement ils sont de sanctions, je pense, ça a commencé en 78, juste après la révolution et la crise des otages dans l'ambassade américaine. Et depuis lors, ils sont en train de construire tout. C'est pas très connu que, par exemple, sans mentionner la marque, mais un des plus grandes usines, la plus grande usine d'une marque de voitures française fameuse est en Iran. La plus grande usine dans le monde pour cette marque est en Iran. Et ils trouvent toujours un moyen pour survivre à toutes ces sanctions et c'est beaucoup de travail pour eux. Mais ça reste, le système théocratie, ça reste un peu, je ne veux pas utiliser le mot bizarre, mais c'est pas typique à travailler ou fonctionner avec. L'idée, la grande idée que le chef de l'État, ils étaient deux chefs de l'État. Il y a toujours un président, il y avait une vingtaine pratiquement depuis la Révolution jusqu'à aujourd'hui, mais il y a eu seulement deux chefs de l'État. Le chef de l'État dans le système iranien, c'est le plus connaissant dans la religion. Et lui, il a son propre militaire, son propre police, si vous voulez, qui s'appelle normalement le Basiji. C'est un système parallèle. Ils ont une police normale, ils ont l'armée normale, mais ils ont ce système parallèle au système. Et là, ça reste terriblement direct. Parce que pour eux, ils fonctionnent, je ne veux pas dire qu'ils ont un message de Dieu, mais c'est ça plus ou moins l'idée. C'est géré par la religion, si vous voulez. Donc, ça devient très compliqué, surtout qu'on gérait des usines là-bas, et c'était vraiment très compliqué. Comment on peut gérer les deux ensemble, le système normal qu'on connaît tous, mais aussi ce système qui est en parallèle, et c'est assez compliqué. C'était pas facile, j'étais de voir ou arriver à un accord qu'ils ont fait, c'était 2015 avec au temps du président Obama, mais reprendre ça, ça va être un défi assez important, ça va pas être facile de reprendre un deuxième accord. Aussi, c'est un pays de presque, si je ne me trompe pas, 80 millions plus ou moins. L'idée, c'est pas un petit pays. Et c'est un pays qui a une persistance et endurance énorme. On connaît tous l'histoire de la guerre entre l'Iran et l'Irak, qui a duré presque 8 ans, sans un objectif qui est très clair ou sans une conclusion même qui était claire, qu'est-ce qui a gagné de fin de compte. C'était pas très clair pour tout le monde, mais ils sont très persistants. Donc, ils n'ont aucun problème de rester dans cette situation pour des dizaines d'années. Et ils sont très capables de faire ça. Est-ce que le système est fragile? Le plus que de sanctions économiques, le plus que la vie quotidienne devient de plus en plus difficile pour les citoyens, c'est normal, comme n'importe où dans le monde, c'est très normal que le système devienne de plus en plus fragile. Mais ça ne veut pas dire qu'on allait voir quelque chose dans quelques semaines ou quelques mois. Le système est bien enraciné dans le pays et le bouleverser, ça va être très difficile, sauf
si on a quelque chose, un genre d'événement qui n'est pas attendu, qui n'est pas calculé, disons par exemple décès d'un des grands chefs là-bas, là seulement peut-être on peut attendre un changement. Mais à part ça, je ne pense pas que ça va être facile. Comment peut-on qualifier la position iranienne par rapport aux pays arabes à la lumière des événements géopolitiques actuels? Est-ce qu'on peut dire que c'est une force régionale sur laquelle on pourrait s'appuyer face à Israël, / les États-Unis, ou est-ce que ça reste quand même une menace par rapport aux pays du Golfe? Vous êtes en train de me demander pas mal de questions qui sont énormément difficiles à répondre, mais j'essaye de répondre à celle-ci. La chose qu'on est sûr, que l'Iran, avec 80 millions de citoyens, c'est une force régionale. Aucun doute. Est-ce qu'on peut vraiment à 100% avoir confiance que si jamais ils vont développer des pouvoirs nucléaires, est-ce que ça peut être utilisé comme menace pour les petits pays du Golfe? Si on a les 5 pays du Golfe, à part l'Arabie Saoudite, on est en train de parler à quelques millions des pays de Qatar, si je ne me trompe pas, c'est même pas 1 million. Koweït, Bahreïn, l'Émirat, on est en train de parler de 3, 4, 5 millions avec des pouvoirs qui sont assez modestes sur le niveau militaire. Et il y a pas mal de différences entre les deux côtés. Disons, différences aussi sur le niveau, je ne veux pas dire religieux, mais avec la façon de faire les choses. Donc, c'est difficile, surtout, si on prend en compte le plan ou les milicias que l'Iran avait mis en place pratiquement Liban, la Syrie, le Yémen, et ils ont été très fiers de dire on contrôle plus ou moins les décisions dans 5 pays arabes. Donc si quelqu'un a cette histoire, est-ce qu'on peut leur faire confiance à 100%? Ça reste un peu un point d'interrogation. Est-ce que... mais pour eux aussi, l'ennemi, dans leur vision, si vous voulez, ça reste toujours Israël. Parce que je ne suis jamais d'accord avec le Premier ministre israélien, mais bien sûr, parmi les choses qu'il a dit, et ce qui est vrai, que l'Iran va toujours viser l'Israël. Dans ce régime qu'on a maintenant en Iran, pour eux, l'ennemi, c'est vraiment Israël. Je pense que peut-être il peut toujours appuyer, si jamais il devient nucléaire ou si jamais il se libère un peu, il peut être un pion très important dans la région. Il peut, et je pense que ça va être normal même d'attendre qu'ils vont utiliser pas mal de disons, de pression sur les petits pays du Golfe, mais je ne pense pas que ça va aller assez loin que les viser directement. Mais pour Israël, je pense qu'ils vont être une menace, parce qu'on vient de voir il y a quelques mois maintenant ce qui s'est passé entre les deux pays. Et ça s'est arrêté, c'est tout à fait vrai, mais les raisons pour le conflit qu'on a vu il y a quelques mois sont toujours là. Et c'est de là qu'on peut attendre que ça peut reprendre une deuxième fois si jamais ils ont les moyens de faire ça. Donc oui, ils sont une force très importante avec la Turquie, avec l'Égypte. Leur intention dans le futur, ça va être premièrement viser Israël, et deuxièmement, probablement ils vont avoir un peu plus de pouvoir, si vous voulez, sur les pays du Golfe ou la région du Golfe en général, de ce qu'ils ont aujourd'hui.
Effectivement. Eh bien, passons à New Delhi. New Delhi qui tente de maintenir un terrain d'entente en réduisant ses importations en provenance de Moscou, rien que pour apaiser Washington. Nous allons voir les détails dans ce compte rendu. Les expéditions vers le troisième plus grand consommateur mondial de pétrole ont atteint 1,61 million de barils par jour en septembre, contre 1,72 million de barils par jour le mois précédent. Par rapport à un an plus tôt, les flux russes sont en baisse de 16%, conformément à la fourchette indiquée par des personnes proches du dossier en août. Les négociants en pétrole surveillent de près les échanges au près que Washington ait imposé un droit de douane punitif de 50% sur les importations de biens indiens afin de pousser New Delhi à réduire sa dépendance au pétrole russe, tout en s'abstenant de mesures similaires contre la Chine, un autre acheteur majeur. L'Inde a réagi clairement, affirmant que les accords sont déterminés par les prix et qu'ils se poursuivront. Parallèlement, elle n'a pas caché sa volonté d'accroître ses achats d'énergie américaine dans le cadre des négociations avec Washington sur les relations bilatérales. Le mois dernier, la ministre indienne des Finances avait déclaré que son pays continuerait d'acheter du pétrole russe, choisissant ce qui sert au mieux aux intérêts de l'Inde. Les attaques de drones sur les infrastructures énergétiques russes n'ont eu aucun impact sur les flux de brut vers l'Inde. Les raffineurs auraient sécurisé suffisamment de brut de l'Oural pour une livraison en novembre. Les données sur les importations indiennes concordent également avec d'autres indicateurs reflétant la capacité de Moscou à assurer le transport de ses expéditions. Les exportations russes de pétrole brut maritime ont atteint leur plus haut niveau en 16 mois au cours des 4 dernières semaines, s'établissant en moyenne à 3,62 millions de barils par jour jusqu'au 28 septembre. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis mai 2024. De retour au studio avec notre invité Ahmed El-Laissi Nassef, qui est un expert en gestion stratégique et économique. Docteur Ahmed El-Laissi Nassef, l'Inde est un marché relativement important par rapport au pétrole russe. Cependant, l'Inde, quand même, a voulu minimiser ses importations de la Russie rien que pour apaiser Washington. Comment peut-on définir ce triangle ? Pour commencer avec, l'Inde est pratiquement le troisième plus grand économie dans le monde, avec un taux de croissance qui est assez élevé. Et si elles vont continuer de faire une croissance comme ça pour encore, disons, 8 à 10 ans, peut-être ils vont être aussi grands que la Chine comme économie, et peut-être ils vont menacer aussi l'économie américaine. Donc, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ils représentent pratiquement le tiers des exportations de pétrole russe, qui est énorme. Bien sûr, les États-Unis et le président Trump est très fâché de cette position, mais pour eux, ils sont très pragmatiques une deuxième fois, et ils voient qu'ils ont une opportunité, ils ont des besoins énormes d'énergie, et là, ils sont en train d'acheter le pétrole avec des prix qui sont beaucoup moins chers que les prix normaux, parce que c'est un pétrole sanctionné en principe. Ils ont réduit leur importation du pétrole de la Russie au commencement de l'année. Ils importaient 1,9 million de barils par jour. Aujourd'hui, en septembre, ils l'ont diminué jusqu'à 1,3. Mais ça reste quand même le tiers des exportations russes de pétrole. Donc c'est énorme. C'est un petit geste pour faire plaisir aux États-Unis et éviter ce qui a été fait, les 50% de taux d'importation ou d'élévation de taux d'importation au taux de douane imposé sur les produits indiens. Parce que pour eux, les États-Unis, c'est un marché énormément important, c'est le plus grand marché du monde, et pour eux, ils ont besoin, bien sûr, d'un marché pour exporter leurs produits. Autant que
ces sanctions restent en place. On a vu ça il y a pratiquement quelques semaines. C'était à Beijing ou à Shanghai, je ne me rappelle plus, quand il y avait Modi de l'Inde, le Premier ministre indien, avec Poutine et avec le président Chine et avec le président de Nord du Corée. Donc là, les deux côtés, si vous voulez, chaque côté, l'Est et l'Ouest, veut attirer l'Inde avec leur pouvoir énorme pour son côté. Mais les mesures que les Américains sont en train de prendre n'aident pas dans ça. Donc ce sont un peu, disons, maintenant il y a une relation, autant c'était une relation très chaude entre l'Inde et les États-Unis, mais aujourd'hui, ce sont en train de se refroidir. Et on reste à voir comment ça va évoluer. Mais l'Inde est un pouvoir industriel énormément important. Elle est très pauvre en pétrole. Donc vraiment, elle a besoin d'être capable d'importer le pétrole, et le plus que c'est moins cher, le mieux que c'est pour l'économie indienne. Donc c'est une cercle vicieuse qu'on va voir comment ça va finir. Mais une deuxième fois, il y a un bras de fer, c'est un peu sur la côté, et surtout sur la côté économique, entre les États-Unis et l'Inde. Et on va voir comment ça va se passer, parce que aussi les augmentations de taux de douane que les Américains sont en train d'imposer va revenir et causer de l'inflation en Amérique. Donc ça ne peut pas rester pour longtemps, parce que là, ils vont se trouver en train de se pénaliser eux-mêmes avec disons les sanctions ou l'augmentation de taux de douane qu'ils sont en train d'imposer sur l'Inde. Donc c'est une cercle vicieuse. Et on va voir comment ça peut se passer. Mais je ne peux pas imaginer que l'économie indienne, avec tout ce qu'il a, avec tous les besoins qu'il a d'énergie, et quand il a une opportunité pour acheter pratiquement c'est à moitié prix, ses besoins d'énergie qui sont énormes, même si l'on baissait à 1,3 million de barils par jour, ça reste très important, qu'il pourrait tout simplement lâcher tout ça, ou les bénéfices qu'ils sont en train de toucher à cause de ça. Comment ça va évoluer, ça reste à voir vraiment, parce qu'on va voir. Je pense qu'il va y avoir des négociations, je pense, entre l'Inde et les États-Unis pour essayer d'apaiser les tensions qui sont au maximum maintenant. Et là, on va voir comment ça va se passer. À votre avis, que fait Trump depuis qu'il est passé au pouvoir, avec 36 bras partout, des tensions créées partout, des sanctions partout, imposées? Que fait Donald Trump, à votre avis? Dans une seule phrase, il est en train d'utiliser le pouvoir de l'Amérique qu'aucun président a osé d'utiliser dans la façon qu'il est en train de faire. L'Amérique, militairement parlé, est plus fort que... Ils ont le plus grand et le plus fort militaire du monde. Mais pas seulement ça, ils sont aussi plus forts que les 7 pays qui leur suivent ensemble. Donc, ce n'est pas seulement qu'ils sont numéro 1, mais ils sont numéro 1 avec une différence énorme du reste du monde. Et là, il est un peu en train d'utiliser le cowboy et pas mal comment dire, des façons de négociation. Permettez-moi de vous interrompre, est-ce qu'il est en train de gérer les choses avec la mentalité d'un politicien expérimenté ou d'un homme d'affaires? Homme d'affaires à 100%. Mais ça marche, ça fonctionne bien pour lui. Est-ce que c'est dans l'intérêt de son pays? Écoutez, jusqu'à maintenant, si on regarde les chiffres, la réponse est oui. C'est pas, il n'est pas très galant avec la façon dont il fait les choses, mais honnêtement, oui, dans les chiffres, on les voit. Jusqu'à maintenant, on est en train
de voir une amélioration assez importante. On est en train de voir une baisse dans l'inflation américaine. On est en train de voir ce qui est en train de se passer. Les intérêts, le taux d'intérêt sont en train de baisser. C'est bien parce que là, il est en train de agiter et augmenter les échanges dans la bourse. Mais il y a une chose qui est énormément sérieuse. Et ça on ne va pas voir les résultats directement de ce cas. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pratiquement toutes les économies du monde étaient en train de mettre leurs réserves en dollars américains. Aujourd'hui, on voit que la plupart des banques centrales autour du monde sont en train de faire un changement de poids. Ils sont en train de prendre le poids des dollars américains à l'or. Et c'est pour cela qu'on est en train de voir le prix d'or en train de flamber. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est un raccord à 3800 ou quelque chose plus ou moins à ce niveau. Et ça, c'est un chiffre qui fait peur. Mais la Chine était toujours le plus gardant des dettes américaines dans le forme de ce qu'on appelle T-bills. Mais aujourd'hui, c'est en train de changer. La Chine est en train très doucement de vendre pas mal de ce qu'ils ont en T-bills américains et le remplacer par des réserves d'or. Une chose pareille ne peut pas se passer dans quelques mois. Ça peut prendre 4-5 ans. Pour que la majorité de leurs réserves passent des T-bills américains à l'or. Mais à ce point-là, toute la formule de l'économie mondiale risque de changer énormément. Et là, on peut voir l'histoire des BRICS, qu'ils peuvent sortir par un nouveau monnaie. Une deuxième fois, ça a été discuté, et même Trump a réagi avec une façon énormément agressive contre ça, et il a tout à fait raison, parce que ça risque de mettre l'importance du dollar américain en cause. Mais si jamais, et il y a des milliers de défis et des problèmes, parce que les économies là-bas, l'économie des pays de BRICS sont énormément différentes, sont dans des phases aussi très différentes de leur développement et tout. Mais si jamais ça, disons dans 20, dans 30 ans, peut se passer, et il y a, comme l'euro par exemple, on a une nouvelle monnaie qui est utilisée par tous parce qu'on ne peut pas oublier aussi que les BRICS, pratiquement, c'est presque 60% de la population mondiale sont dans les pays de BRICS. Et ça peut être vraiment un très grand risque pour le futur, pas pour aujourd'hui, mais pour le futur de l'économie américaine. Je ne sais pas si on va être ici dans 30 ans ou non, mais s'ils vont partir dans cette direction, ça peut changer les règles du jeu énormément. Donc ça reste à voir toujours. Ça reste à voir, effectivement. Eh bien, docteur Ahmed El-Lessi Nosef, vous êtes consultant stratégique et économique et expert en relations internationales. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons passé en revue brièvement, bien sûr, dans la mesure du possible, la relation reliant l'Iran à son allié russe, le nucléaire, et aussi la Russie et son pétrole qui devait être exporté vers l'Inde, mais l'Inde qui devait jouer le jeu, se plier aux règles du jeu face aux États-Unis et minimiser ses importations. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée. Au revoir et à la prochaine.